Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute l'équipe technique de DMG TV, bonjour également aux narrateurs, aux auditeurs de la chaîne. Alors, je viens pour vous conter une seconde histoire. Il faut dire que des histoires paranormales ou des histoires mystiques, j'en ai une panoplie à vous raconter, mais je prendrai quand même le temps de les raconter quand j'en aurai l'opportunité. Alors, je prendrai le pseudonyme autant pour moi de l'aurore de la Teranga. Donc, chaque fois que je viendrai pour raconter une histoire, je me présenterai en tant que Aurore de la Teranga. Merci de le notifier. Alors, la deuxième histoire, c'est également encore ma mère qui me l'a racontée. Ça la concerne directement. Elle me dit que, enfin, j'ai raconté la première histoire où je disais qu'il y avait ma grand-mère, la tante à mon père, qui lui avait montré des pagnes dans le rêve et que voilà, que la finalité de l'histoire était que les morts n'étaient pas morts. Mais cette fois, je pense que chacun va tirer à la fin de la narration l'idée qu'il veut. Donc, ma mère me dit que quand elle était en couple avec mon père, bon, en tant que bon jeune homme, fréquentait d'autres jeunes filles, mis à part elle dehors. Elle le savait, mais elle n'en faisait pas un problème parce que, comme je l'ai dit précédemment, elle n'avait nulle part où aller. Elle se disait que, ah, quelqu'un m'a pris et m'a mis chez lui, autant rester tranquille, même s'il me fait certaines choses, je l'observe, je garde mon sang-froid, et etc. Je passe. C'est dans cette optique-là que, ma mère continue sa vie dans la petite maison de mon père. Et voilà que mon père va rencontrer une jeune dame qu'on va appeler Anaëlle. Anaëlle vit dans le même petit village où vit mon père et ma mère, où vivent mon père et ma mère, autant pour moi. Et Anaëlle est une autochtone du village, il faut le notifier. Anaëlle est une autochtone du village. Tandis que mon père et ma mère viennent de d'autres contrées, mais ils sont venus s'installer. Du coup, mon père rencontre, je ne sais pas trop dans quelles conditions, mon père rencontre la dame, Anaëlle en question. Et ils se mettent à se fréquenter. Il faut notifier aussi que Anaëlle, quand mon père et elle se sont rencontrés, Anaëlle avait déjà 2 filles. C'est-à-dire une fille en âge de 6 ans et une en bas âge de 2 ans, voire 3 ans. Et Anaëlle venait déposer ses filles chez ma mère, soi-disant à ma mère que voilà, est-ce que tu peux me garder mes filles parce que je vais aller travailler, je vais aller faire tel truc. Et également, il faut dire que la dame Anaëlle s'est présentée à ma mère comme étant une amie de mon père pas autre chose. Donc, ma mère n'avait aucun soupçon envers la dame en fait. Alors que la dame, elle sortait avec le père. Et quand la dame, elle apprend de la bouche de mon père que ma mère est enceinte, elle dit à mon père, ah non, ça ne veut pas se passer comme ça. Parce que tu sors avec moi et toi, tu te permets de la mettre enceinte. Ça ne va pas se passer comme ça. Elle ne va pas accoucher de son enfant-là. Elle ne va pas accoucher de cet enfant-là. Elle était tellement remontée qu'elle a dit à mon père que si elle accouche de cet enfant, c'est que je ne suis pas la mère de ma mère. C'est-à-dire que ce n'est pas sa mère à elle qui l'a mis au monde. Donc, un jour, ma mère
avait gardé la petite fille, la dernière, celle qui avait quasiment 2-3 ans de Anaël, la fille d'Anaël. Et Anaël a dit à mon père que viens, on va à la plage. Mon père, sans rechigner, je ne sais pas qu'est-ce qui lui était passé par la tête, il est parti à la plage avec Anaël. Et Anaël a laissé son enfant. Voilà, Anaël laisse son enfant avec ma mère. Excusez-moi, j'avais eu un appel. Anaël laisse son enfant avec ma mère, elle part avec mon père à la plage. Et une fois à la plage, il y a une amie en commun avec mon père et ma mère qui les remarque et qui voit que les deux là sont un peu trop comme deux amoureux quoi à la plage. Et l'amie en question vient, elle dit à ma mère que toi tu es là en train de garder le bébé de Anaël, mais Anaël est en train de s'amouracher avec ton homme dehors là-bas à la plage. Et toi tu es là à jouer les babysitters. Ma mère dit comment ça? Comment ça, Anaël et mon gars sont en train de lever? Elle lui fait comprendre que oui, l'amie en question lui fait comprendre que je viens de les voir à la plage là, qu'ils sont en train de lever comme des amoureux depuis plusieurs années. Et ma mère dit bon, quand mon mari va venir, quand son gars va venir, elle va lui poser la question et bien évidemment, le monsieur il vient, la dame lui pose la question, ma mère lui pose la question que voilà, on m'a dit que tu aurais été à la plage avec la dame et tout et tout. Mon père a carrément nié au point de se mettre en colère et de battre ma mère, malgré qu'il savait qu'elle était en état de grossesse. Et cette scène est passée 2, 3 jours, 4 jours. Anaël qui vient. Elle vient et qu'est-ce qu'elle fait? Ma mère me dit que elle avait à l'époque la chambre que ma mère et mon père occupaient, c'était comme on dit chez nous, en entrée couchée. C'est-à-dire tu entres dans la chambre, c'était juste une chambre. Tu entres et tu te couches juste, il y a juste l'espace pour dormir et voilà. Du coup, ma mère avait laissé ses chaussures dehors. Et Anaël est passée derrière. Un bonjour, a pris une paire. Elle n'a pas pris les deux paires de chaussures. Elle a pris une paire des chaussures de ma mère. Elle est partie avec. Ma mère est sortie. Elle s'est dit, mais j'ai déposé mes deux paires de chaussures ici, là. Mais ma paire de chaussures comprend mes deux paires. J'ai déposé ma paire de chaussures et je viens, je ne trouve pas la deuxième paire. Je ne comprends pas. Elle a posé la question aux gens de la cour. Les gens ont dit que non, on n'a pas prêté attention, on n'a pas vu. Peut-être que, bon, tu sais, dans le quartier, les enfants se promènent pour ramasser les chaussures, pour aller jouer. On avait un jeu chez nous que on jouait et on amassait les chaussures, on jouait à la balle, on amassait les chaussures là. Donc peut-être les gens se sont dit que c'était ça, que les enfants avaient pris et ils avaient égaré les chaussures. Du coup, là, c'est passé. Et un jour encore, Anaël vient, vu qu'elle se fait passer pour l'amie de ma mère, elle sait très bien, depuis le jour que son amie lui avait dit qu'elle avait vu mon père et Anaël à la plage là, ma mère avait déjà commencé à se mettre sur ses gardes. Et Anaël était venue le jour là, lui dit vu que tu gardes ma fille, j'ai cuisiné à manger. J'ai cuisiné à manger pour toi. Il faudrait que tu puisses manger ça. Ma mère dit quoi, il n'y a pas de souci, vraiment merci beaucoup et tout et tout. Quand je vais te garder l'enfant et que je serai fatiguée, je vais manger. D'accord. Elle prend la nourriture, elle garde. Au moment de venir manger, ma mère constate que la nourriture, la viande qui est dans en fait, la nourriture avait commencé à faire de la mousse. Pourtant, c'est une nourriture qui avait été préparée le jour même, d'après les dires de Anaël. La nourriture avait commencé à faire de la mousse. Et ma mère, en ce qui concerne la nourriture, elle est très minutieuse. Elle regarde vraiment. Elle a regardé, elle a dit non. Comment ça, la nourriture a commencé à faire de la mousse? Je vais essayer d'aller chauffer ça un peu et manger. Ma mère a ramassé la marmite, la soupière. En allant mettre ça sur le faitout, je sais pas, elle a dit, il n'y avait rien devant elle. Il n'y avait rien devant elle. Elle n'avait pas
n'y avait pas de dos, il y avait pas de truc qui pourrait pu la faire trébucher ou glisser. Mais la dame a trébuché d'un trébuchement qui ne dit vraiment pas son nom. Elle a trébuché la marmite en main et la marmite s'est renversée. Ah, quand la marmite s'est renversée, elle a dit, ah, bon, déjà que bon, c'était déjà un peu gaspillé, donc c'est renversé, c'est pas grave. Je vais essayer d'aller acheter quelque chose d'autre et manger. Elle avait mangé. Annelle qui revient le soir, elle dit à ma mère, ah, le repas là, tu avais mangé ça. Maman dit non, j'ai pas pu manger ça, ça s'est renversé. Oh, la dame s'est mise en colère. Comment ça s'est renversé? Hein? Moi, je t'ai donné la nourriture avec un cœur, un bon cœur, avec un bon cœur. Et la nourriture s'est renversée. Comment ça et tout et tout. Et pendant ce temps-là, il faut admettre que la grossesse de ma mère évoluait. Ça évoluait. Elle était peut-être à, je sais pas moi, 4 à 5 mois. Elle, Anaëlle, elle voyait bien que la grossesse évoluait et tout. Et un jour, ma mère me dit qu'elle a rêvé. Encore, elle a très souvent des rêves prémonitoires, ma mère en question, jusqu'à présent. Et elle a rêvé, elle dort, elle rêve, elle voit que elle était dans le village sous un arbre, à l'ombre d'un arbre. Elle était assise là, je ne sais pas, elle prenait de l'air. Et Anaëlle est venue, dans le rêve, Anaëlle est venue avec un groupe de personnes. Ces personnes étaient nombreuses en fait. Et Anaëlle s'est mise de l'autre côté. C'est comme si elle était de l'autre côté de la route. Et ma mère était sous l'arbre là-bas, assise, en train de prendre de l'air. Et elle pointe ma mère du doigt. Elle montre aux gens là que la voici là-bas. C'est elle. Allez la taper, frappez-la comme si vous frappez-la, qu'elle doit perdre son enfant là. Elle doit perdre l'enfant là. Donc, ma mère dit que les gens là se sont rués sur elle. Ils l'ont tabassée, mais correctement. Ils l'ont tellement tabassée que elle n'a même pas pu se défendre. Elle était seule, ils étaient nombreux. Et c'était en pleine journée. Dans le rêve, c'était en journée. Ils l'ont tellement tabassée. Et elle se réveille la nuit. Elle se réveille, elle sent qu'elle a mal à l'œil. Elle avait mal à l'œil. Elle a dit, ah bon, peut-être que j'ai dû dormir sur le côté là. Je suis peut-être un peu fatiguée. Je vais voir ça demain. Donc, elle s'est recouchée. Elle a dormi jusqu'au matin. Quand elle se réveille, elle voit maintenant que son œil a enflé. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait eu à cogner un poteau où on l'avait vraiment tapé. Elle avait l'œil au beurre noir, bien enflé. Donc, vu qu'elle travaille avec une dame dans le bar de la dame aussi était une locale, comment on dit? Qu'est-ce que je raconte? Était une habitante du village. Et elle allait voir encore la dame. Elle a dit à la dame que, ah, voilà la situation que j'ai vécue la nuit. J'ai rêvé de telle personne, voilà ce qui s'est passé, mais au réveil, voilà comment je trouve mon œil. La dame a dit que, ah, ça, c'est un truc qui n'est pas normal. Que à la veille, tu te sortais très bien, tu étais normal, et le matin, tu te retrouves avec l'œil au beurre noir. Vraiment au beurre noir, d'après ma mère, c'était effrayant. Et la dame a écrasé une écorce. Elle est partie chercher une écorce. Je ne sais pas de quel arbre. Elle a écrasé l'écorce avec de l'ail. Elle a écrasé l'écorce mélangée à l'ail et elle a mis comme un plâtre sur l'œil de ma mère. C'était un seul œil. Elle a mis ça sur l'œil de ma mère. Et quand elle a mis ça, ma mère dit que 30 minutes plus tard, elle a commencé à voir avoir la peau de l'œil et de la joue qui tombaient comme des écailles de serpent, en fait. Qui tombaient comme des écailles de serpent, qui se décollaient comme ça, à vue d'œil. Ah, elle a pris peur, elle a appelé mon père que, ah, voici ce qui se passe, je ne sais pas. Et mon père, lui, il dit, ah, toi, tu es là, c'est la jalousie qui te fait faire ça. Tu veux lui coller des motifs et tout et tout.
tu veux coller à Anaël des motifs. C'est juste un rêve. Et toi, tu es en train de lui coller des motifs. Pourtant, la dame a vraiment un mal. Et ma mère dit que Anaël n'est plus venue à la maison jusqu'au jour où elle a accouché. Et depuis l'incident de son rêve là, où elle a eu mal elle a eu mal à l'œil, elle a dû aller voir un ophtalmologue. Et depuis, à cause de je sais pas, cette histoire, ce phénomène-là, ma mère porte des lunettes, alors que c'était une personne qui n'était vraiment pas prédestinée à porter des lunettes. Elle porte des lunettes aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, elle a quoi? 47 ans, je crois. Elle a porté des lunettes depuis l'âge de 18 ans jusqu'à aujourd'hui à cause de ce rêve-là qu'elle a fait. Donc, je ne sais pas quelle leçon chacun voudra en tirer, mais j'avais envie de vous raconter cette histoire-là. C'est pour dire que parfois, les humains qui ne peuvent pas nous atteindre dans la vie réelle, ils font, ils sont capables de nous atteindre dans, dans le mysticisme, en fait, même dans nos rêves. Parce que je ne sais pas comment cette vie est dimensionnée, mais ce sont des choses qui arrivent. Et vraiment, remettons-nous entre les mains de Dieu chaque jour. Je ne sais pas, toutes ces personnes qui sont croyantes en l'univers, qui croient en Dieu, qui croient, comment vous appelez votre croyance en tout cas, mettez-vous à fond dans votre croyance, confiez-vous en l'Éternel et que Dieu nous garde. Likez, partagez. Voilà, c'était ma petite histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille, la communauté, partagez, likez, commentez. Alors ici, je viens avec l'histoire de Blanche et de Koulaye partie 2. Mais bien avant, j'aimerais remercier tous ceux qui ont demandé à ce que je ne vienne vous raconter l'histoire due à l'histoire de mon oncle où il dit que le garçon avait été appelé par son numéro, son téléphone et tout. Il faut que je vienne dire ici que je ne vais pas venir raconter des trucs que je vais inventer. S'il faut inventer, j'aurais dû écrire un livre ou bien je ne sais pas trop. On ne sait pas, mais c'est juste pour sensibiliser. L'histoire première, c'est quoi? Suivre son instinct. Merci. Alors, l'histoire de Koulaye, il y a de cela 2 jours, 3 jours, j'ai causé avec elle. Je lui ai dit, ah, tiens, tu vois, comme j'avais dit, c'est mes proches parents. Tu vois, comme ça, j'allais raconter ton histoire dans une chaîne là. Elle dit, hey, ma fille, il fallait me dire, j'allais bien te donner les détails. Assis dans les détails. Donc, j'ai dit Koulaye et Blanche partie 2. Bon, Koulaye m'explique ceci. Après la mort de son mari, la famille de son mari a marché. Ils ont dit que la mort de leur frère vient du côté de Koulaye, ce qui fait que Koulaye a été lésé durant le deuil de son mari. Personne ne l'a assisté. Même l'histoire d'habiller la veuve, là, effectivement, j'étais allée à ce deuil, j'avais constaté. On l'avait isolé. Ce sont les voisins qui prenaient soin d'elle. Même habiller la veuve, là, sont les amis. Ça, j'avais observé ça. Mais bon, comme je ne connaissais pas ce qui se passait, l'histoire est passée comme ça. Elle m'explique donc que après la mort de son mari, quand Blanche tombe très malade, elle part voir son beau. Mais elle ne connaissait pas que c'est lui qui était à l'origine de la mort de son mari, sorry. Elle dit donc mais c'est comment? Ta femme est malade, tu te casses même pas le corps. Il dit, mais je l'ai amenée à l'hôpital, mais on a prescrit. Elle dit que non, mais toi, tu ne vois pas que ça ne donne pas trop sur elle. Toi, tu ne vois pas, elle est trop faible. Là, il dit donc, ouais, je connais quelqu'un qui fait des médicaments. Il faut que, on va voir si on peut mixer le traditionnel avec on appelle ça quoi? Avec l'hôpital. Il a dit que c'est ton problème. Le mari à Blanche, le mari de Blanche, si vous voulez. Elle est partie, elle montait, descendait avec sa soeur. Elle ne voulait pas que sa soeur parte. Au finish, ça faisait semblant parfois, ça faisait comme ça, mais elle était déjà partie, on peut dire comme ça. Là, elle dit dans leur grande soeur que bon, on va aller essayer ailleurs, chez une autre dame du côté de Yaoundé. Sur la route, c'est où Blanche meurt. Ça aussi, je ne savais pas. Elle m'a expliqué. Elle dit sur la route, donc Blanche meurt. Le mari de Blanche, quand Blanche meurt, après les obsèques de Blanche et tout, qu'on a eu à faire leurs médicaments, après
comme lui aussi ne dormait pas là, il entrait, il sortait un peu de partout. Il dit à ses enfants que quand vous voyez comme ça, n'adressez plus la parole à Koulaye parce que c'est à cause d'elle, c'est elle qui a tué votre mère et tout. Voilà ce qu'il a mis dans la tête des enfants de Blanche. Il fait que les enfants de Blanche étaient un peu réticents vis-à-vis de eux. Koulaye a changé mes enfants, c'est quoi? Et Koulaye aime beaucoup ses neveux-là. Ils sont restés réticents. Voilà aussi le monsieur qui tombe malade après qu'on ait fait le travail, comme j'ai dit à la première partie. Quand il tombe malade, il dit encore que c'est Koulaye qui a fait comme ça, comme ça, comme ça. Koulaye m'explique donc que le monsieur, hormis que le père de Blanche avait eu à faire le travail, lui, il a dit qu'il ne peut pas seul. Il ne peut pas perdre sa femme, lui aussi part. Koulaye reste. Il allait faire les trucs pour que Koulaye parte. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné, d'où le jugement que le vieux qui m'avait raconté, pardon, le père de Blanche qui m'avait raconté, était passé. D'où Koulaye avait vu, elle me dit que le jugement l'a fait, son mari qui avait plaidé pour elle, que sa femme n'a rien à y voir, elle ne connaît rien, elle n'y est pour rien. C'est pourquoi elle était là, c'est pourquoi elle a pu voir le témoignage là. C'est qu'elle me raconte. De ce quoi, quand il meurt, elle dit qu'elle va aller assister les enfants. La nouvelle vient pour lui dire que, où tu es là? Si tu pars là-bas, toi tu vas mourir. Parce que le monsieur là, son esprit rôde, il t'attend, il te voit comme durant sa maladie, il te cherchait là, il n'a pas eu. Même dans sa mort, il te cherche. Donc où tu es là, tu n'iras pas là-bas dans ce deuil-là. Elle dit, ah bon? Elle dit oui. Elle dit, n'est-ce pas que ça passe? Elle constate qu'après le deuil, les enfants se sont fâchés déjà. Après le deuil, les enfants, même s'ils se voient en route, ne la saluent pas. Elle dit qu'elle était triste, très triste, mais c'est quelle histoire? Tous les jours où elle priait que ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu as d'abord le chagrin de ton mari, le chagrin de ta soeur, l'abandon de ta belle famille, l'abandon même des enfants que tu peux encore élever. Ils sont restés dans leur coin parce qu'on leur a mis des mauvaises choses dans la tête. Jusqu'au jour, elle me dit que elle avait pour habitude de prendre une piste pour aller chez sa soeur. Elle n'était pas trop loin pour aller chez sa soeur pour arriver vite. Elle dit que dans le rêve, elle a encore pris cette même piste-là. Quand elle prend cette piste-là, elle voit sa soeur qui est là debout. Elle dit que hey, je t'attendais. Elle dit qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit non, je t'attendais. Elle dit tu m'attendais comment? Elle dit non, je veux cheminer avec toi. Elle dit qu'elle part parce que là-bas, il y a un marché aussi. Elle dit qu'elle partait au marché. Dans le rêve, elle partait au marché. Elle a fait des petits courses. Elle était avec sa soeur. Elle revient. Donc, quand il revenait, elle dit que, mais comment, c'est comment? Elle dit non, depuis que tu es parti. Elle me dit qu'elle ne lui a pas dit depuis que tu es morte. Elle dit non, depuis que tu es parti, tout le monde m'a abandonné. Je suis comme ça. Je suis seule. Je ne connais même pas. Mais comme je sais que Dieu est Dieu, les choses vont s'arranger. Elle dit que non, je suis venue ici pour te dire que mes enfants qui refusent de venir te rendre visite là, ils vont venir. Il ne faut pas t'inquiéter. Cesse de pleurer, ils vont venir, ils viendront. Elle dit, tu es sûre? Elle dit que oui, elle dit parce que je suis seule. Heureusement que j'ai fait des enfants, imagine. Je n'ai pas fait d'enfants, c'est que tout le monde m'a abandonné. Elle dit, non, tu n'es pas seule. Il faut continuer à prier. Même nous-mêmes, nous sommes là-bas, on prie. Elle dit, ah bon? Elle dit que oui. Elle dit qu'ils ont cheminé, jusqu'à ce qu'elle arrive à son entrée. Sa soeur a dit que bon, Blanche lui dit que je te laisse ici, il faut que je rentre. C'est l'heure pour moi de partir. Elle lui a dit, merci de ta visite. Elle dit que oui, je vois ton chagrin et tout. Là, il se réveille, il dit, mais ça, c'est quel rêve que j'ai eu à faire comme ça? C'est quel rêve que j'ai eu à faire comme ça? Elle est restée tranquille. Un 25 décembre, nous, les membres de la famille de Koulaye, comme on savait qu'elle est un peu seule, nous sommes allés chez elle, l'assister, nous, avec ses enfants. Il y avait la fête, c'était le 25 décembre. Elle était contente ce jour. Après, elle vient m'appeler. Elle m'a dit, rappelle-toi, le jour-là, j'avais dansé comme ça. Elle a vu les deux derniers, parce que Blanche avait fait des jumeaux. Les jumeaux, les derniers, sont descendus chez elle, lui dit bonjour. Elle vient m'appeler, me dit, ma fille, les qui sont là-bas à la cour, va me chercher mes lunettes, comme pour les lunettes. Peut-être je ne vois pas bien. Elle voit les enfants de Blanche qui descendent. Elle part, elle les embrasse, Et mes enfants, vous êtes venus, vous êtes là. Elle dit oui. Ouais, tantine, ils sont venus te saluer. Vos frères savent, les aînés savent que vous êtes ici. Elle dit que non, on a seulement dit qu'on partait au marché, au niveau du marché, comme je vous disais qu'elle avait rêvé. Au marché là, aussi fêté, parce que les gens mettent souvent des stands là, on se filme, on fait. Mais nous avons profité, nous sommes venus chez toi te saluer. Hey! Elle me dit, ma fille, j'étais contente ce jour. J'ai pris que ce n'est pas de nos enfants là. La nourriture, vous voulez quoi? Voilà l'argent, voilà ceci, voilà cela, les enfants étaient donc juste tous depuis ce jour-là.
les enfants commençaient à venir chez Koulaï. Koulaï dit qu'elle-même ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être la visite de sa soeur était pour lui dire que maman, ne t'inquiète pas, je vais toucher au cœur de mes enfants. Ils reviendront te saluer. Voilà le petit détail que je voulais ajouter. Si on dit quoi, hein, les auditeurs de DMG veulent encore qu'ils m'insultent. Mais merci, c'était ma petite histoire. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG. Je viens vous expliquer une histoire. C'est un garçon, un monsieur, bon, un jeune homme de 35 à 36 ans qui vivait avec sa petite amie. En fait, ils se débrouillaient, ils étaient tous au village ensemble. Ils se débrouillaient un peu et tout. Hein? Ils s'en sortaient pas mal dans la vie. Mais il y a eu un moment que ça ne marchait plus. Tout allait mal. Vraiment de mal en pire. Ça n'allait pas. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il dit... Donc maintenant, il avait sa petite amie. La petite amie, là, depuis le village, franchement, c'est le genre de femme, hein, les femmes battantes, là, qui se débrouillent. Pas genre à croiser les bras et tout, à toujours attendre l'argent qui vient de la poche des mecs et tout. En tout cas, elle se débrouillait. Elle avait sa petite boutique. Mais voilà, elle se retrouvait pas mal. De temps en temps, elle dépannait le gars. Donc vraiment, c'était quand même bien. Maintenant, le gars, dans ses petites marches là et tout, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit que mais bro, moi je trouve que vraiment tu as baissé, hein, tu as baissé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit vraiment, les choses ont changé. C'est plus comme avant. Et puis il dit bon, t'inquiète pas, moi je veux te montrer quelqu'un. C'est-à-dire qui peut bien t'aider à te relever encore. Il fait juste à travers. Il fait des petits traitements et tout, des petites voyances. Tout ce que tu veux là, il va faire. Il dit vraiment, emmène-moi là-bas. Donc il lui emmène. Quand il arrive, il explique son problème, le gars le consulte. Le gars lui dit bon, il n'y a pas de problème, je veux travailler. Mais sauf que ton travail là, on doit le faire avec le ventre d'une femme. Mais le ventre de la femme que nous allons utiliser, ça ne doit pas être le genre de femme qui sera surprise que non, dans 2 matins ou dans 2 ou 3 jours, elle ne peut plus concevoir. La dame doit être consciente qu'on va travailler avec son ventre pour que ça fonctionne. Lui, il dit, ok, donc tu vois les œufs qui sont dans le ventre de la femme là. C'est avec ça on va travailler. Puis tu vas voir que tes affaires, tout va marcher. Il dit, ok. Maintenant, le monsieur réfléchit, il dit, bon, là, il faut emmener une femme. Et laquelle? Maintenant, il réfléchit là. Il dit, pendant que j'étais un peu dans le chaud là, j'avais des filles qui couraient derrière moi. Ah, les genres de filles complexées là et tout, chérie, on se voit pas, bébé et tout ça. Ah, les genres qui dérangent un peu trop là, les filles. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, j'ai au moins 3 filles en vue. Le monsieur dit, ok, tu peux avoir les photos des 3 filles, comme ça au moins, quand je vais voir les photos, je saurai. Et parmi ces filles-là, ça ne doit pas être une fille qui a déjà été utilisée. Ça doit être une fille qui a encore son aura très propre, ses chances avec elle, tout ça. Donc, il dit, ok, d'accord, je veux t'emmener les photos. Le gars sélectionne les photos des filles. Il emmène les photos et il voit les photos. Quand il voit les photos, il dit, oh, mais toutes ces 3 filles que tu m'as emmenées là, il n'y a plus rien. Elles ont déjà toutes été utilisées par les hommes. Dans les jours de filles... genre de fin d'année et tout, on t'appelle, bébé, comment, tout ça, là, le gars peut dire, que tu viens, chérie, je sais que c'est les fêtes, non, j'ai quelque chose pour toi, les filles chaudes, là, elle sait s'habiller, elle va se frotter avec le gars, elle sait qu'après, elle a un petit 50 tonnes à la fin, ou bien un petit 100 000 et tout, donc, c'est le genre de filles qui ont déjà été utilisées, là. Elle dit vraiment, les 3 filles, là, ce sont des coquilles vides, il y a rien à faire. Et c'est le genre de femme que, tellement elle a été utilisée déjà par quelqu'un qui a déjà utilisé son étoile, sa chance et tout. Et toi, si par maladresse, tu pars te frotter avec ce genre de fille-là, tu vas seulement voir la poisse te suivre, mais tu te poses des questions, tu te demandes, mais la poisse, ça provient d'où? Tu trouves pas, c'est ce genre de cas-là. Maintenant, là, elle dit, les 3 filles que je connais, c'est celles-là. Toutes, elles ont déjà été utilisées. Maintenant, où je vais trouver la fille qui va aussi accepter tout ça? Maintenant, il repense à sa femme. Il dit, moi, je voulais pas toucher à ma femme de la maison. Mais je n'ai pas le choix. Il montre maintenant la photo au papa. Le papa la voit, il dit, celle-là, elle est intacte, elle a encore toutes ses chances. Donc, c'est le genre de fille qui n'a pas trop connu la vie du dehors, la vie de la nuit, qui n'a pas trop un lourd CV, quoi. Donc, elle est pour elle neutre, elle était bonne. Elle dit, bon, ok, donc,
C'est à toi de voir, tu lui parles, moi, elle, c'est sûr. Il est parti par là, sa copine. Il dit à sa copine, ah, écoute chérie, voilà et tout. Est-ce que tu es partante qu'on puisse travailler avec ton ventre, tout ça. Elle dit, ah chérie, j'ai peur. Le gars dit, non, on n'est pas peur. On est ensemble, tout ça. Elle dit, ah, mais après avoir fait ça, ce qui veut dire que moi, je ne pourrais plus concevoir, je ne pourrais plus avoir d'enfant. Il dit, t'inquiète, je vais t'épouser. Hein, tout ça là, je venais faire le coco chez tes parents. Tout ça, t'inquiète pas. Le gars dit, ok. Donc avant même de faire ça, le gars lui a pris, soit aller faire le coco, le toquer porte. Il lui a rassuré déjà que dès que l'argent va seulement venir, chérie, tu vas voir, je vais officialiser tout, dot, tout ce qu'il faut, mariage, mariage à la mairie, mariage officiel, pim, tout, on va tout faire. La fille dit, ok. Il prend la fille, ils s'en vont là-bas. On a travaillé avec le ventre de la fille, bien consciente. C'est bon. Ils sont revenus à la maison. Le gars a commencé à prospérer. Les affaires encore recommencé. Il a encore eu des contrats. Tout ça là. Viens maintenant m'épouser. Oh, ça commence à tarder. Le gars qui rentrait à 18h, 19h à la maison commence à rentrer à 23h. Après 23h, c'est maintenant les découchements. Le gars a senti que, la fille a senti que là, le pain là, il a commencé à être dégusté par quelqu'un d'autre. Elle fait ses recherches, elle cherche un peu partout. Et elle découvre que non, le gars a eu une deuxième femme. La fille est enceinte. On dirait même la fille avait même déjà accouché. Donc le gars, vraiment, il est actuellement attaché là-bas, mais pas possible. On dirait sanctueux. Il est là-bas. Après le boulot, il est là-bas. Midi, il est là-bas. Deux fois même, il rentre à la maison, il mange plus. Il est là-bas. Donc là, il dit, là, le gars, malgré que j'ai parlé, on dit, c'est comme si quand je parle aujourd'hui, s'il était rentré aujourd'hui à 20h, quand je parle là, au lieu qu'il puisse réduire les heures, il rentre même le lendemain même à 1h. Donc, c'était le double, conéré à l'œil nu. Donc là, elle est en train de pleurer. Elle dit à Seigneur, moi là, je ne peux plus mettre au monde. Mon ventre est parti. Je peux plus accoucher. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appeler la famille pour que j'explique cela à la famille? Mais il me dit, attends-toi quand tu tentes de faire ça. Tu n'as même pas fait quelque chose, signer peut-être papier ou bien dire que non, si aujourd'hui je ne peux plus accoucher, c'est à cause de lui. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien de chez rien. Donc elle était aveuglée par l'amour. Aveuglée par l'amour des MG. Donc là, le gars actuellement, il est là-bas. Il est là-bas. Mes sœurs, l'amour c'est bien. Mais quand ça devient dans des cas comme ça, là, ça, c'est plus l'amour, franchement. Mais bon, bien de choses et bon week-end à tous. Dans la paix du Christ, amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Coucou DMG, voilà, c'est encore moi, l'aurore de la Teranga depuis Dakar au Sénégal. Je viens encore une fois pour vous raconter une autre histoire. Alors, moi, mes histoires là, je sais pas, je laisse libre cours aux auditeurs de pouvoir à la fin tirer leur propre conclusion et leur propre leçon de cette histoire-là. Alors, voilà. En fait, l'histoire commence quand ma mère met au monde. Elle met son enfant au monde, elle rencontre plusieurs difficultés. Si je veux entrer dans ces détails-là, je pense que ça va faire objet d'un autre vocal. Du coup, voilà, on va dire que l'enfant naît. Je nais et avec les difficultés qu'elle rencontre, ma mère rencontre, elle a décidé d'aller vivre chez son oncle. Et elle prend l'enfant que je suis, en fait, l'enfant qu'elle met au monde, elle prend l'enfant, elle part avec l'enfant chez son oncle. Excusez-moi. Elle part avec l'enfant chez son oncle, elle part habiter chez son oncle. Et il faut dire que l'enfant va grandir chez l'oncle jusqu'à 5, voire 6 ans. L'enfant va commencer à faire son préscolaire, c'est-à-dire moi. Bon, j'ai dit l'enfant, mais c'est moi. Donc, je grandis de 1 an jusqu'à mes 5 ans chez l'oncle de ma mère. Il faut dire que
il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette maison-là, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas, mais vraiment beaucoup de choses. Quand j'étais petite, je sais pas comment qualifier ça, mais je voyais certaines entités, en fait. Je voyais certaines entités, pas partout, mais en tout cas dans certains lieux, je voyais certaines entités que je ne pouvais pas forcément décrire, mais qui étaient parfois horribles, qui faisaient vraiment peur. Et dans la maison de l'oncle à ma mère, où j'ai grandi on va dire de mes 1 an jusqu'à mes 5 ans, étant toute petite fille, j'étais, je crois, la seule petite fille de la maison. Mon grand-père, là, en question, il avait euh, que des garçons. Il avait que des garçons. Et l'un de ces garçons avait quasiment le même âge que moi. Le dernier de ces garçons avait le même âge que moi. Il avait aussi on avait le même âge en tout cas. Sa femme avait mis au monde à la même période que ma mère. Donc on avait quasiment le même âge. Et dans la maison, il y avait des trucs vraiment chelous. Il y avait des trucs. Chaque fois que je dormais, en tant qu'enfant, hein, en tant qu'enfant de 1, 2, 3 ans, 5 ans, je voyais des trucs. Et je me souviens encore que une fois, j'ai vu une... Ah, Seigneur. Une fois, j'ai vu, je sais pas, c'est une entité. J'ai vu une personne, une entité avec un sein. Elle avait un sein qui était vraiment coupé et on voyait carrément la blessure. Du coup, vu que je dormais avec ma mère, j'ai commencé à cogiter et à pleurer. Ma mère s'est réveillée, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Je pense que j'avais 5 ans. À l'époque, là, j'avais 5 ans. Et je pense qu'avec mes mots d'enfant, j'ai raconté à ma mère. Et comme le papa avec qui ma mère vivait, l'oncle de ma mère, c'est un monsieur qui priait vraiment beaucoup. Il priait beaucoup. À son église là-bas, il était un responsable. Donc, ma mère lui a dit l'histoire que je venais de lui raconter avec mes mots d'enfant de 5 ans. Et il s'est mis à prier. Il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, là, je me suis apaisée et je me suis rendormie d'après ma mère. Et c'est ainsi qu'au fil des années, j'ai continué à voir ces choses-là, mais je ne racontais plus à ma mère. Et je me souviens que quand, à un moment, quand j'ai eu 5 ans, j'allais à l'école, j'ai commencé le CI là-bas dans le quartier où je vivais avec ma mère et mon grand-oncle là. J'ai commencé à faire le CI, mais je n'étais pas concentrée à l'école. Je n'étais pas concentrée à l'école avec tout ce que je voyais là. Je n'arrivais même pas à me concentrer. C'est-à-dire que parfois, je pouvais être en classe comme ça. Je pouvais être en classe et il y a une entité dehors qui me faisait des signes. C'est comme si je parlais avec d'autres personnes, mais que tout le monde n'arrivait pas à voir. Je parlais avec d'autres personnes que tout le monde n'arrivait pas à voir. Ça faisait que je ne restais quasiment pas en classe. Quand il était l'heure de rester en classe, je ne restais quasiment pas en classe. J'étais tout le temps en train de me promener en train de faire l'école buissonnière, comme on dit, pendant que mes amis restaient en classe et tout. La maîtresse, ma mère lui demandait que, ah, mais est-ce que un tel est venu, est-ce que ma fille est venue à l'école aujourd'hui? La maîtresse lui dit, non, aujourd'hui, elle n'est pas venue à l'école, on l'a vue dans la cour, mais elle n'est jamais rentrée en classe et tout et tout. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que, euh, jusqu'à ce que ma mère décide de partir de la maison de mon oncle, de son oncle là, avec moi pour la maison d'une cousine à elle. Elle avait eu un nouveau travail. Ma mère avait eu un nouveau travail dans un autre quartier qui était plus proche de la maison de sa cousine. Donc, elle a dit à sa cousine de me garder le temps qu'elle puisse trouver une bonne situation et me reprendre. Et du coup, c'est dans cette optique-là que j'ai changé de quartier, j'ai changé d'école et tout. Tout ça, j'étais au CI. Faut aussi notifier que pendant que je voyais les machins, je ne me concentrais pas à l'école. Les années passaient. Les années passaient. Euh, mon, le fils de mon grand-oncle là, qui lui avait le même âge que moi, lui évoluait correctement. Il passait en classe supérieure, alors que moi, mes bulletins étaient catastrophiques, mes notes étaient catastrophiques, je n'avançais pas. On ne faisait que me faire reprendre de classe. C'est-à-dire que moi, d'après ce que ma mère m'a dit, et d'après les statistiques, j'ai fait la classe de CI, de CP, comme on dit généralement, 4 à 5 fois.
J'ai fait la classe de CP 5 fois même, il faut le dire. Parce que j'avais chaque fois ces entités-là qui venaient, qui me distrayaient pendant que je devais faire les cours, je me promenais dans le quartier. Et je m'en souviens très bien parce que c'est une époque de ma vie que, voilà, je sais très bien. Je me promenais dans le quartier comme quelqu'un qui parlait avec des gens, quoi. Moi, je parlais avec des gens que tout le monde ne voyait pas. Et je tiens à notifier aussi que durant la période de mes 5 ans à mes 8 ans, j'avais un esprit de vol. Un esprit de vol, je vous dis, je ne sais pas, mais je ne, je ne pouvais pas voir ce qui ne m'appartenait pas et ne pas prendre. Je prenais les choses sur les étals des mamans qui vendaient les bonbons. Je prenais ça. Elles ne voyaient même pas. J'avais développé une stratégie de vol pour un enfant de mon âge. Vraiment, c'était grave. Et un jour, là où l'histoire va vraiment être très mystique et très bizarre, c'est que un jour, j'avais, je pense, 8 ans. Ma mère m'a dit qu'à l'époque, j'avais 8 ans. Et on m'avait dit, c'était un jour c'était un jour d'école. L'école était terminée normalement à l'époque en Côte d'Ivoire. Les, les enfants du CI terminaient l'école à 14-15 heures. L'école était terminée. Moi, j'ai terminé l'école. Au lieu de rentrer à la maison, je ne suis pas rentrée à la maison. Je suis allée me promener comme à mon habitude, à parler toute seule. Voilà. Je me suis promenée, sachant que à la maison, on me donnait un couvre-feu. On me disait que si 17 heures arrive, tu peux aller jouer, mais quand 17 heures arrive, tu dois être impérativement à la maison. Voilà, tu dois être impérativement à la maison, sinon pas tu auras une vraie correction. Et elle l'appliquait, la cousine de ma mère l'appliquait quand elle ne me voyait pas à la maison après l'heure qu'elle avait dit. Quand elle me retrouvait, c'était la baston. Vraiment, c'était la bastille. Et là, le jour-là, je savais que je m'étais promenée dans le quartier. J'étais dans le quartier. Je m'étais promenée dans le quartier et tout, et tout, et tout. Et l'heure avait dépassé, c'est-à-dire j'avais atteint 18 heures. Et du haut de mes 8 ans, j'étais consciente que, non, là, il est 18 heures, je ne suis pas encore rentrée à la maison. Si je rentre à la maison, là, on va me taper. Donc, j'ai dit non. Moi, aujourd'hui, on ne va pas me taper, je vais rester dehors. Et la personne, je ne peux pas dire la personne, l'entité avec laquelle je discutais un jour-là, elle m'a dit non, ne t'inquiète pas. Moi, je suis là, s'ils veulent essayer, je vais te protéger. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens comme si c'était hier, je vous dis. Et je vais te protéger, machin, machin. Et moi, comment ça? Mais j'ai pas truc heurté, j'ai continué à parler avec la personne. Tous mes amis avec qui je jouais étaient rentrés chez eux, ils étaient tranquilles. Moi, j'étais là traîner. J'ai traîné là jusqu'à 19h, 20h, 21h, 22h, 23h. Pendant ce temps, ma mère, elle travaillait en tant que coiffeuse. Du coup, elle quittait son travail vers 20h. Les parents à la maison, ils ont commencé à me chercher dans le quartier. J'étais dans le quartier, je vous dis DMG. J'étais dans le quartier. Mais les parents me cherchaient, ils ne me trouvaient pas. Ma mère a dit, là où ils m'ont trouvé le jour-là, ils étaient passés là-bas à plusieurs reprises avec une torche parce que la ruelle n'était pas vraiment, la ruelle où ils m'ont trouvé n'était pas vraiment éclairée. Du coup, ils m'ont trouvé là, mais ils étaient passés là-bas à plusieurs reprises. Et moi, je leur ai dit que j'étais là depuis un bon moment. Donc, quand ils m'ont retrouvé, ma mère était tellement choquée que elle n'a pas, elle m'a battue, elle m'a vraiment battue avec, comment on dit, les fils d'électricité, les cordes de courant là, les cordes de courant là, elle m'a battue avec ça. Et elle me disait, elle m'a tellement battue qu'après, j'ai eu la peau enflée et tout. Et le lendemain, elle m'a prise de côté, elle m'a demandé pardon, elle m'a dit oui, je sais que ce que tu fais, ce n'est pas de ton plein gré, raconte-moi ce qui se passe. Je suis ta mère, je vais t'écouter et prendre mes précautions. Je ne vais rien te faire, cette fois je ne vais pas te frapper, quoi que tu dis, je ne vais pas te frapper. C'est comme ça que j'ai commencé à raconter à ma mère. Moi, j'ai raconté à ma mère que
Là, c'est elle qui m'a raconté ce que je lui avais raconté. Parce que cette partie-là, moi, je ne m'en souviens pas tellement. Mais elle dit que je lui ai dit que le jour la veille, quand il me cherchait, j'étais avec une personne et la personne m'avait dit que reste dehors, ne rentre pas à la maison si ils vont pas te frapper et tout et tout. Donc, c'est comme ça que moi, j'étais restée dehors. Et quand ils m'ont retrouvée et que ma mère s'est mise à me battre, l'entité, ça c'est moi qui ai raconté à ma mère d'après ce qu'elle m'a dit, hein. L'entité, quand on me battait, l'entité là se mettait à danser. C'est comme si mon corps était en tam-tam, que quand on frappe là-dessus, lui, ça lui fait un son pour danser. Donc, on me battait, lui, il dansait. On me battait, lui, il dansait. Ma mère a dit, ah ok, d'accord. Comme c'est comme ça, on va aller à l'église. Et ma mère était catholique à l'époque. Donc, ma mère est partie voir un curé de l'église du quartier là où on était. Elle lui a expliqué l'histoire. Et le curé, d'après ce que ma mère m'a dit, le curé a pris un gobelet, un gobelet, un verre, on va dire, d'eau bénite. Il a mis du sel, il a prié, il a dit des paroles. Et apparemment, c'était un père exorciste. Il a prié, il a dit des paroles et il m'a fait boire le verre entier. J'ai vidé le verre. Et il a dit à ma mère, laisse-la respirer. Allez vous asseoir en face du caniveau là parce qu'elle va après vomir. Elle va vomir. Et c'est ce que ma mère avait exécuté. J'étais allée me mettre devant le caniveau. J'avais vomi, et effectivement, j'avais vomi. Ce qui est bizarre, c'est que la partie où je raconte à ma mère tout ce qui s'est passé là, je ne m'en souviens pas. Mais cette partie, cette scène où je vomissais, là, je m'en souviens aussi. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas. Du coup, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi à un point. Et ma mère me dit que, ah, les choses que je vomissais, c'était comme des caillots de sang noir. Je vomissais des caillots de sang noir. Parce que le caniveau dans lequel je vomissais était un caniveau qui était sec. Et c'était ouvert. Donc, elle voyait ce qui sortait de ma bouche, de moi. C'était des caillots de sang vraiment noirs. Elle a couru, elle a appelé le prêtre, elle a dit au prêtre que, ah, voici ce qui se passe, voilà, c'est que l'enfant a vomi. Et le prêtre lui a dit, rendons gloire à Dieu, ton enfant a été délivré. Et depuis, je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai commencé à être un enfant studieux, un enfant posé, un enfant vraiment, l'esprit de vol que j'avais là, ça a diminué, ça a carrément disparu depuis le jour-là. Vraiment, donc c'est pour, au final, attirer l'attention de nos parents, de toutes les personnes qui sont parents. Que vous soyez parents, que ce soit vos propres enfants, que ce soit les enfants de vos frères, sœurs, cousins, cousines, faites attention à ce que les enfants vivent. Essayez toujours de communiquer avec vos enfants. Posez-leur des questions. Parce que c'est important. Si ma mère ne m'avait pas posé des questions là, qui sait si j'aurais toujours gardé continuer à voir ces entités. Donc vraiment, la famille DMG, prions, restons toujours en prière. Les chers parents, parlez à vos enfants, communiquez avec vos enfants, priez pour vos enfants. Voilà, donc c'était un peu ma petite contribution. N'oublions pas surtout de liker, de partager et de s'abonner. Merci et bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. DMG, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ici votre frère Mongewundo. Je salue également les narrateurs et narratrices de cette magnifique plateforme pour des histoires édifiantes, pleines d'enseignements que vous nécessitiez de nous raconter dans cette plateforme. Je tiens à te raconter l'histoire que je vais appeler Tontine et sacrifice mystique. Il s'agit ici de la mort de mon père. Alors, mon père était quelqu'un de très simple qui vivait également une existence très simple, je me permets la tautologie. Un jour, il était chauffeur d'engin. Un jour, il fait un accident de circulation. Il est au volant. Il n'a pratiquement rien eu après l'examen. On a déclaré tout allait bien.
Il commence à suivre le traitement. Dimanche, je vais lui rendre visite parce que notre domicile familial est en Balmayo et moi, je travaillais à Yaoundé à cette époque-là. C'est à 1 heure de route de la ville de Yaoundé. Je vais dimanche, on discute, tout va bien. Je rentre, toute la semaine, on s'appelle. Et puis, samedi, maman m'appelle me disant que mon père se sent très mal, ils sont à l'hôpital. J'arrive, effectivement, je vois mon père dans un état assez grave, il se plaint de la tête, se plaint de la tête, se plaint de la tête. On fait des examens, on prescrit des médicaments. Je les cherche dans toute la ville, dans toutes les pharmacies légales, je ne trouve rien. Je vais même auprès des commerçants de la rue, il n'y a rien. Je prends la voiture, je retourne à Yaoundé, je fais plusieurs pharmacies, rien. Je réussis à trouver dans une pharmacie assez loin de chez moi, ainsi qu'une partie dans un hôpital public de la place. Étant donné qu'il se faisait assez tard, qu'il était fatigué, je vais à l'agence de voyage, j'expédie les médicaments, je me repose un peu. Vers 23 heures, mon grand frère m'appelle pour me dire que mon père est décédé. Alors, jusque-là, tout va bien. On se dit que c'est une mort naturelle. Et la partie mystique commence quand mon grand frère m'appelle le lendemain, me disant que à peine mon père était décédé, qu'on voyait un de mes oncles paternels déjà présent. Il faut savoir que mon oncle en question habite à Douala. Douala qui est à, on va dire, 5 heures de route quand la circulation est normale, hein, 5 heures de route de Balmayo. À peine mon père est décédé, mon oncle est déjà là. Donc, quand on a mené le corps de mon père à la mort, mon oncle était déjà présent. Ça l'a d'abord intrigué. Comment se fait que mon oncle, qui habite très loin, est déjà là? Ok. Et mon oncle commence à tenir un discours du genre, il faut qu'on aille à la CNPS demain, il faut qu'on aille prendre des sous, il faut qu'on nous paye et tout et tout. Ça continue avec des histoires un peu plus graves, où mon oncle en question demande à ma maman de sortir de la maison. Elle ne doit pas pleurer, il ordonne à maman de ne pas pleurer. On ne doit pas pleurer, il n'y a pas d'aide ici, tu ne dois pas pleurer, et tout ça. Ok. Alors, d'autres histoires apparaissent où ma tante, celle que mon père suivait directement, elle habite également en Balmayo, on va dire à 15 minutes à pied de notre domicile familial. Elle vient se plaindre, oh, qu'est-ce que tu vas devenir, je vais faire comment de toi, et tout et tout. C'est ce que dit à la maman. Bref, ça continue. Un jour, on me raconte que ma maman était couchée. Mon oncle est venu tirer le matelas sur lequel elle s'endormait. Et il demande de sortir. Waouh! À partir de ce moment, je commence à me poser des questions. Mais ne s'agirait-il pas d'une histoire mystique? Je vais voir une collègue qui avait le numéro de téléphone d'un prêtre catholique orthodoxe qui a l'habitude de venir nous administrer le sacrement au bureau. Parce que je travaille dans une banque, je me permets, bon, c'est juste une parenthèse, et là-bas, c'est un peu compliqué quand on a débuté le travail avec les clés, tout le reste. Alors, je l'appelle, il me donne rendez-vous à la chapelle, j'arrive à la dite chapelle, je le trouve, il allume quelques bougies, et c'est lui qui commence à me raconter l'histoire de mon père. Il me dit, ton père a fait un accident, ils étaient deux dans la voiture, voilà, on a sacrifié, tout ça. Mince. Je me suis mis à marcher du quartier Nkwaban, pour ceux qui connaissent Yaoundé, jusqu'au quartier Fouda où j'habitais, sous la pluie. Je vous assure, 3 à 4 heures de marche, j'étais vraiment abattu. Alors, je vais voir notre prêtre catholique orthodoxe. On commence à faire un travail d'exorcisme, je veux le dire ainsi. J'apporte des photos de mes frères et sœurs et tout le reste. On fait des prières, on fait des messes, on fait des neuvaines pour essayer de bloquer tout cela. Et je porte plainte à la police de chez nous, à Malmayo, je porte plainte. Et là, les gens commencent à se calmer. Mais ma tante commence à tenir un discours autre. Ce n'est plus le discours qu'est-ce que vous allez faire de toi maintenant? On va vous montrer, vous pensez que vous êtes quoi? Vous pensez que vous êtes quoi? On va vous montrer, vous allez tous mourir. Ah, mais ça devient compliqué. Et là,
Ma famille paternelle pensait que notre famille dépendait de notre père. Moi, je travaillais déjà, ça faisait 3 ans, mais à chaque fois que j'allais dans la ville, j'étais toujours en short, en culotte, en tongs, euh, parfois basket, avec mon vieux sac. Donc, ils ne savaient pas que dans notre famille, il y avait des gens qui travaillaient. Tout le monde disait, il croyait que toute la famille reposait sur mon père. Et là, ils sont surpris de voir qu'on a sorti le programme du deuil. On a tout acheté, tout est dit. Après, on n'a même pas fait de réunion de famille. Parce que moi, je me suis dit, OK, il faut qu'on accélère. Parce que même si je suis son fils, c'était d'abord le mari de ma mère. OK? Donc, c'est elle qui souffre un peu plus. Il fallait qu'on l'attire rapidement. Ils nous disent, la famille paternelle, on va vous montrer quand vous allez partir au village. Avec les informations que j'avais déjà, je vais voir maman, je lui dis, OK, écoute, je ne propose qu'on enterre le papa, soit ici, chez nous, au domicile familial, soit à la cathédrale. De là, je vais voir le recteur de la cathédrale, je lui expose les faits. Il me dit que je suis trop jeune pour prendre telle décision, qu'il faudrait quelqu'un de plus vieux que moi. C'est vrai, je suis le quatrième enfant de notre fratrie. Euh, mais bon, je suis celui qui prend un peu. Bref, vous avez compris. Je vais revoir ma maman. Je lui dis, OK, écoute, la décision que tu prends, c'est toi l'aîné, hein, c'est toi maman, c'est toi qui décides. Elle me dit, OK, on enterre le papa chez nous. Déjà, on a court-circuité le côté familial avec tout ce qu'ils avaient prévu de nous faire au village. Par la même occasion, je marche dans la ville, je trouve un prêtre catholique romain, cette fois-ci, mais qui est exorciste. Ok, je le trouve, je lui expose les faits et tout. Il me dit qu'il viendra faire la messe d'inhumation. Et effectivement, le prêtre arrive pour la messe d'inhumation, il est pieds nus, il se met pieds nus, en tenue de combat. Il profère des paroles assez dures spirituellement et puis il déclare que toute personne qui a la main mise dans ce décès, le lendemain ne viendra pas. Et le lendemain, la famille paternelle n'était pas venue. Tout le monde avait disparu, tout le monde. Mais maintenant, pendant l'inhumation, déjà, c'est un de mes cousins du côté de mon papa. Ils viennent avec un véhicule, ils les garent pas loin de la maison. Ils volent toute la nourriture qu'on avait achetée, une partie de la nourriture qu'on avait achetée. Ceux qui n'ont pas pu voler, ils ont versé dans la rigole pas loin de la maison pour aller donner à ma tante qui avait organisé notre cérémonie de deuil chez elle. Il faut déjà noter que ma tante en question, c'est elle qu'on dit qu'elle a tué mon père. C'est elle qu'on dit avoir tué mon père. Je veux dire, elle a organisé notre deuil chez elle. Elle recevait les gens là-bas et tout, elle pleurait, elle recevait des enveloppes et tout ce qui allait et tout ce qui va. Donc, ils venaient voler la nourriture chez nous pour aller recevoir les gens chez eux. Ma tante en question n'a jamais vu le corps de mon père. La seule fois qu'elle a vu mon père, c'est quand on l'avait mis à la mort. Après, ça n'est plus jamais venu. Pendant l'inhumation, dans la nuit, nos cousins du côté de mon père commencent à sortir, à nous dire qu'ils vont tous nous tuer. Voilà, ils ont sorti la liste de décès. Ils ont dit, ils vont commencer par tel, ensuite tel, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils ont sorti toute une liste. Une fois, j'étais en train de marcher parce que je surveillais si tout le monde était OK. Je marche, un oncle m'interpelle, il me dit Amandomen, ce qui signifie jeune garçon en français. Est-ce que tu bois? Je dis oui, je bois. Il me tend un verre. Je dis merci, mais je ne bois pas ton verre. Il m'arrête de force. Et là, de force aussi, j'ai versé le verre sur lui. Et cet homme est reconnu pour détruire les jeunes dans la boisson. Ça veut dire que tu prends, il te donne, tu bois quelque chose, et toute ta vie, c'est comme ça, tu es sous là, à peine tu n'as même pas bu, tu es dans un débit de boisson, tu es sous. Aussi, quand on a ramené le corps de mon père, on l'a placé dans la maison, il y avait une maman qui était assise, qui est venue s'asseoir, comme tout le monde voit le corps, mais elle est venue s'asseoir, elle ne voulait pas sortir. On a remarqué cela, et mes frères, ils se relayaient pour garder un œil sur la maman et sur elle. Parce qu'elle avait un mouchoir blanc, je ne sais pas ce qu'elle voulait essuyer. Et aussi, il faut noter que le corps de mon père saignait toujours. Il saignait, il y avait du sang qui coulait de son nez. Il y avait du sang qui coulait de son nez. Et une fois l'inhumation terminée, les jours qui suivaient, il y avait des phénomènes étranges à la maison. C'était du genre, je suis assis à l'extérieur, il y a des hiboux qui viennent se placer, 3 hiboux, 2 hiboux marrons, un hibou noir, un hibou blanc, je veux dire,
Parfois, nous sommes couchés, il y a des bruits, des pas, des gens qui courent dans la cour. Et tout ça, vraiment, il a fallu beaucoup de prières, de rituels également d'exorcisme. Et ma maman, 3 mois plus tard, après l'inhumation de mon père, vient me raconter qu'elle a elle a eu un rêve bien avant l'accident de mon père. Et que dans ce rêve, parce que mon père, avant, avait eu le prix du meilleur employé de sa société. On lui avait offert de l'argent, des écrans plats et pas mal de choses. Elle me dit qu'au lendemain de cette remise de cadeaux, elle avait rêvé comme quoi ma tante est venue à la maison avec 2 femmes du village. Pour la féliciter, elles lui ont demandé une machette. Elle leur a donné, elles sont allées retirer les écorces, une partie des écorces du grand-mari qu'on avait à la maison. Elles lui ont demandé de mettre une partie sous son lit et l'autre qu'elles savent quoi faire. Et le lendemain, physiquement, ces dames sont venues, elles ont fait ça, mais elle a tout oublié. Et cela, ça symbolise d'une façon spirituelle le décès de mon père. Parce que c'est là, le manguier symbolise le pilier de la maison. Et voilà, donc avant de tuer mon père mystiquement, elles ont d'abord travaillé sur ma mère. Quand elles ont tué mon père, elles croyaient que ma tante et mon oncle, parce qu'il y a aussi mon oncle qui a la même mise là-dessus, pensaient qu'en tuant mon père, il devait avoir accès à nous. Mais il va avoir accès à nous physiquement et spirituellement. Financièrement, ils pensaient qu'on allait dépendre d'eux parce qu'ils ne connaissaient pas quelle était la conception de nos familles. Ils pensaient que notre famille reposait uniquement sur mon père, mais depuis des années, notre famille reposait sur plusieurs autres personnes, mais on n'était pas des gens à se vanter ou à raconter des histoires au quartier. Moi, je travaillais déjà dans une très grosse banque du Cameroun, mais j'étais toujours tranquille, pas besoin de me faire voir. On avait ce cercle, ce noyau dur qui était constitué depuis des années. Alors, spirituellement, ils pensaient que, en ébranlant, en finissant mon père, parce que ma tante, c'est elle qui est dans une situation mystique avec une de ses belles-sœurs, ils allaient avoir accès à nous. Et c'est pourquoi ils nous narguaient à nous dans le programme de décès. Mais nous aussi, on avait fait un travail pour pouvoir contrecarrer tout cela. Donc, ça devenait vraiment une bagarre. Ma tante, tout le temps, elle continuait à nous narguer. Mais des années plus tard, elle a commencé. Le discours avant, c'était vous allez voir, vous n'êtes rien. Après, le discours a changé. Ça devenait oh, excusez-nous, on va aller vous doter. Et il faut noter que ma mère n'avait jamais été dotée par mon père. Et des années après le décès de mon père, ma tante demande à aller doter ma mère. Parce que spirituellement, elle n'avait pas accès à nous. Accès parce que même du côté de la famille maternelle, il y avait des choses qui faisaient, mais qui ne marchaient pas parce qu'ils n'avaient pas eu l'accord de la famille maternelle. Ma tante a demandé à aller doter ma mère, alors que mon père était décédé 2 à 3 ans plus tard. On lui a dit, mais tu penses que nous sommes fous? Tu es malade, ça ne marchera pas. Ensuite, elle a dit à ma mère, écoute, je te demande pardon, si tu veux que je marche, que je rampe sur le goudron de chez moi jusqu'à chez toi pour que tu me pardonnes, je vais le faire. Vous voyez à quel point, là, on ne parle plus de physique. Oui, ce sont des mots physiques, mais c'est beaucoup plus spirituel. Parce que déjà, du côté de sa tontine, elle n'a plus accès à nous. Alors, il faut qu'elle trouve un pont. Il faut qu'on trouve un pont, qu'elle trouve un oui de ma mère. Mais là, on leur a dit, écoutez, c'est net. Vous avez tué votre frère, qui était notre père. Si vous voulez quelque chose, allez le ressusciter. Mais nous, le seul lien qui nous liait, vous l'avez rompu, vous l'avez détruit. Maintenant, nous, on se voit, on se traverse, hein. Nous, c'est fini. Donc, et ça a continué comme ça. Maintenant, la question a commencé à souffrir. Elle a vraiment souffert. Son mari est décédé, elle aussi est décédée. Quelques années plus tard, on va dire peut-être 6 ans plus tard, ils sont tous les deux décédés. Et d'une façon assez tragique. Il faut dire aussi que maintenant, la question, elle avait déjà fait pas mal de dégâts du côté de la maison dans laquelle elle habite déjà, ce n'était pas sa maison. C'était la maison d'une famille. Ils ont décimé tous les membres de cette famille pour pouvoir récupérer les biens. Et c'était un peu ça. Donc, je viendrai plus tard vous raconter d'autres histoires. J'en ai plein, des décantations, de ma décantation, celle de certains membres de ma famille et celle de certains amis également. Vraiment, ce sera du lourd. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Bonjour DMJ TV. Voilà, c'est moi encore, l'homme de la Côte d'Ivoire. Et je ne dirai pas mon nom. Mais voici mon histoire. Partagez, likez et donnez et surtout sensibiliser autour de vous. Il y a des personnes par ce beau témoignage pourront sauver leur vie aussi. J'avais un tonton que j'aimais beaucoup aussi qui était avec moi. Et vraiment, on faisait tout ensemble. Oui, il était à la disposition de mon père. De mon père, qui était pour moi, ce tonton était comme un grand frère. Franchement, il m'accompagnait dans tout ce que je faisais. Et il m'accompagnait dans tout. Lorsqu'il voulait partir parfois à l'école et dans certaines choses de la structure de l'administration, comme une candidature, il m'aidait à le faire. Et un jour, un malheur devait l'arriver et j'ai fait un songe et j'ai vu qu'il est tombé. J'ai dit, ah, tonton, faites beaucoup attention. Parce que je vous ai vu une fois, vous êtes tombé, vous êtes éveillé. J'ai dit, non, mon petit, non, c'est un signe de longue vie. J'ai dit, tant mieux. Prions que le pire n'arrive pas. Quelques mois, quelques années, le tonton rentre en famille. Pour des questions familiales. Et il va et revient. Il ne se sent plus bien. Et oui, il ne se sent plus bien. On fait des diagnostics. On fait tout. Le tonton ne se sent plus bien. Et malheureusement, il trépasse. Il perd la vie. Le tonton perd la vie. Et bon, moi de mon côté, ça m'a fait un choc. Oui. Parce que j'avais vu ça en vision. Mais malheureusement, c'est arrivé. Et là, quand on partait l'enterrer, moi j'étais beaucoup aussi malade. J'étais franchement malade. Je ne me sentais pas bien. Et aussi, je n'avais pas les moyens aussi pour l'accompagner. Donc c'était une délégation de ma famille qui allait l'accompagner. En partant, tout s'est bien passé. Mais comme on savait qu'il était beaucoup attaché à lui, on voulait lui faire croire que c'était un voyage que les gars effectuaient. Et maintenant, un jour, j'étais là, j'étais beaucoup actif dans mon quartier. Oui, oui. Je rendais des services à certaines personnes. Et du coup, je suis tombé malade. Et soudain, le tonton est décédé, est venu dans mon rêve avec quelques amis qu'il aimait, qu'il avait rencontrés. Et ils ont commencé à nettoyer le salon, nettoyer. Et il me dit, petit, comment quand tu nettoies le salon, tu balayes mon Dieu. Je sais qu'il était toujours qui était propre. Je dis, mais tonton, on m'a dit que tu es décédé. Il a dit qui a dit ça. Je ne suis pas décédé, je vis. Et après, je me suis réveillé en larmes, je commençais à pleurer. J'ai vu que mon tonton, effectivement, n'est plus de ce monde. Mais c'est pour dire quoi dans cette histoire? C'est pour dire, les morts ne sont pas morts. Les morts nous côtoient. Les morts vivent avec nous. Ils sont toujours auprès de nous, quel que soit où ils sont allés. Si on a de leur vivant, on avait une relation forte avec eux, ils sont avec nous. Voilà. C'était ma deuxième histoire.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.